Amis des QDN, bonjour. Et oui, pour finir l'année, on va s'en faire un petit dernier. Et vous allez voir, voilà, des différentes choses que j'ai trouvées depuis le dernier QDN. Alors, il y a quelques temps, c'était ce qu'on appelle le Black Friday, là, cette opération commerciale. Bon, alors, on en pense ce qu'on en veut. Mais il y a différentes sociétés, des fois, qui profitent pour faire des promos, et en particulier BMJ. Et BMJ, hein, je rappelle, c'est un fournisseur français qui vend différentes choses, hein, généralement autour de l'outillage, de la brasure et tout ça. Hein. D'ailleurs, je vous conseillerais toujours, hein, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai déjà fait, les brasures BMJ qui sont vraiment excellentes. Et là, donc, j'ai profité de ce Black Friday donc, pour commander différentes choses. Par exemple, j'ai repris ce produit-là, qui s'appelle Net Etiquette, qui a ici cette espèce de brosse qu'on peut mettre au bout. Alors ça, c'est un produit qui permet de décoller les étiquettes et qui est vraiment très pratique. Alors ça marche pas, c'est toujours pareil, hein, les étiquettes, c'est comme tout, il y a plusieurs sortes de colle et tout. Enfin, je veux dire, celui-là, généralement, il marche bien. Donc j'en avais déjà une bombe, mais elle était quasiment vide, ce que j'utilise pas mal. Donc j'ai pris ce truc-là. Autre chose qu'on trouve chez BMJ, hyper pratique, c'est ces petits pulvérisateurs d'alcool isopropylique. Donc là, c'est pareil, on a ça sous la main dès qu'on veut en mettre. Là, c'est vraiment super pratique. Ensuite, j'en ai profité aussi pour reprendre des pannes pour ma station qui vient de chez BMJ aussi, hein, ma Quick 1000, là, qui est vraiment très très bien. Donc voilà, moi j'aime bien ces pannes là, elles sont très longues, très fines. Et pour faire les trucs de précision sur du CMS et tout, c'est vraiment sympa. Et surtout, alors là, j'ai trouvé un truc. C'est vraiment une super bonne pioche. Alors c'est un petit peu cher. J'ai bien sûr profité du prix Black Friday pour l'acheter, mais à la limite, enfin, je dirais, il n'y aurait pas eu ça. Maintenant que je connais le produit, j'aurais sans doute le prix. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une sorte de troisième main, mais qui est assez spécial. En fait, on voit que ça se présente sous cette forme-là. Bon, j'ai rajouté hein, mes autocollants sirop habituels, hein, vous connaissez tous cette manique G. Alors, l'idée c'est que voilà, on voit qu'on peut l'orienter comme ça, mais contrairement à un étau, ça se coince très facilement. Et ça appuie quand même assez fort, ce qui fait que ça tient bien les choses. Et on voit différentes empreintes, et surtout à l'intérieur, là, il y a une sorte de caoutchouc grippant qui résiste à haute température. Et avec ça, on peut bloquer très facilement, voilà, n'importe quoi pour le souder. Par exemple, voilà, je vais souder des fils sur ce transfo. Un simple fil même, ça suffit. Hein, on voit que ça tient très très bien, il n'y a pas de souci. Si on veut mettre un PCB, enfin voilà, on va dire n'importe quelle chose que l'on veut tenir le temps de le peindre, de le souder, de faire n'importe quoi. Et on voit que ça peut se mettre comme ça, comme on veut au niveau de l'inclinaison. Et vraiment, c'est une super bonne pioche. Depuis que je l'ai ce truc-là, je me demande comment j'ai fait pour m'en passer avant. Enfin, on voit que c'est de la bonne cam. Hein, on voit qu'il y a voilà, une peinture au four. Il y a des pieds en caoutchouc antidérapant. Et non, vraiment, je vous le conseille. Bien, allez, d'habitude je présente mes QDN tout en vrac. Là pour changer, j'ai décidé de les regrouper un petit peu par, on va dire, par famille. Hein, on va faire des séquences. Tiens, alors là, on va faire séquence HF. Alors, dans la séquence HF, je vous ai montré l'autre fois que j'étais pas bien riche en atténuateur SMA. Et donc là, je m'en suis offert un petit peu tout un lot. Là, c'est des atténuateurs 2 watts, d'après ce que je peux voir. Donc de différentes valeurs, par exemple celui-là est un 40 dB, celui-là 3 dB, et donc voilà, bon c'est sans doute pas de la super méga qualité, mais à mon avis ça fait le job. De toute façon je vais les mesurer pour voir avec le VNA, puis on verra un peu. Enfin voilà, donc ça va permettre des fois justement, comme je vous l'ai montré, de faire différentes mesures, sachant que alors, il y a plein de valeurs, mais l'avantage aussi des atténuateurs en dB, c'est que ils s'additionnent. Par exemple, là, si j'ai un 1 dB et un 3 dB, si je les mets en série, j'aurai 4 dB d'atténuation. Donc en choisissant bien les valeurs, on peut aussi trouver après la possibilité de faire des combinaisons. Sachant que bien sûr, il faut toujours faire attention que ces atténuateurs-là, de jamais dépasser la puissance max sur laquelle ils sont conçus, parce que derrière ça peut les cramer. Hein. Par exemple, mettez pas là-dessus un émetteur de 3 watts parce que c'est évident que ça va pas le faire. D'ailleurs, je rappelle qu'il existe des atténuateurs de puissance. Par exemple, voilà, celui-là, on peut voir qu'il tient par exemple 5 watts.
Donc là, ça permet éventuellement, justement, si on voulait faire une mesure avec un émetteur, de faire ce genre de choses. Donc voilà, avec ça, je devrais quand même être déjà un peu mieux équipé. Puis alors, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors ça, en fait, c'est des atténuateurs de 0 dB, 10, 20, 30 dB. Bon, on voit que c'est voilà, c'est des atténuateurs qui sont faits tout bêtement avec voilà, des résistances CMS comme ça. Bon, on pourrait le monter dans un boîtier blindé, je pense. Je sais pas, je vais y réfléchir, voir ce que je vais faire avec ça, puis voir un peu ce qu'ils valent. Enfin bon, ça coûtait pas cher, ça peut des fois permettre de dépanner. Alors ça me fait marrer par contre, c'est que ils mettent ça dans des sachets antistatiques. C'est bien, hein, je veux dire, j'ai rien contre, mais d'un autre côté, je rappelle que des composants purement passifs comme ça, enfin voilà, pour tuer une résistance CMS avec de l'électricité statique, faut y aller quand même. Alors que des fois, les Chinois, ils sont marrants, quoi. J'ai vu des circuits intégrés, là, ils les mettent dans des sachets comme ça, quoi. Donc, enfin voilà, c'est pas forcément très cohérent. Mais bon, c'est comme ça. Alors au niveau HF, last but not least, alors je vous avais déjà montré plus ou moins je crois, ce petit kit qui est vraiment bien, qui permet justement de faire des expérimentations avec le Nano VNA. Et on voit il y a différentes choses, voilà, des filtres passe-band, passe-bas, reject, enfin voilà. Mais alors l'inconvénient de ce kit, c'est qu'il utilise ces espèces de petits connecteurs là. C'est des connecteurs qu'on trouve des fois sur les antennes Wi-Fi, des trucs comme ça. À mon avis, c'est un peu une erreur. Ils auraient mieux fait, quitte à payer un peu plus cher, de mettre du SMA par exemple ou autre chose, parce que le problème de ces connecteurs-là, c'est qu'ils sont hyper fragiles et que, c'est pas des machins qui sont faits pour être branchés, débranchés en permanence. Or, quand on va utiliser ce kit, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'avais commencé des connecteurs qui étaient livrés avec, je les ai déjà à moitié bousillés. Donc, j'en ai racheté 3 autres. Voilà, donc on voit c'est des connecteurs SMA et je sais plus c'est un nom ces machins-là, je me rappelle plus. Et voilà, mais faut quand même les mettre et les enlever vraiment, faisant très attention. En plus, des fois ils se coincent tellement bien que quand on tire, on les dessoude. Enfin, honnêtement, c'est con parce que ce kit, l'idée de ce kit, pour moi, elle est vraiment bien pour apprendre ou expérimenter. Dans la mesure où on voit bien la forme des diagrammes de Smith ou de bande qu'on peut s'attendre avec ce genre de choses, c'est plutôt bien. Mais le choix des connecteurs est vraiment pourri. Enfin bon, c'est comme ça. Toujours est-il que voilà, si vous avez des problèmes, vous pourrez racheter que les connecteurs comme ça, qui éventuellement d'ailleurs peuvent servir à autre chose. Mais faites très attention en les manipulant parce que c'est quand même hyper fragile. Alors maintenant, on va faire séquence outillage. Alors, bon, l'autofocus qui fait n'importe quoi, comme d'habitude. Alors, j'ai trouvé ce lot de tournevis, qui sont des tournevis, comme on peut le voir, à empreinte triangulaire. Je rappelle qu'il y a toujours des abrutis pour mettre des vis avec des empreintes pas possibles, qui nécessitent des outils spécifiques, et qui font chier le monde. Parce que, bon, enfin, j'ai jamais trop compris l'approche de ce truc-là. Ceux qui veulent ouvrir, ils y arriveront quand même. Et puis, enfin bon. On va pas refaire ce débat. Toujours est-il que, bien sûr, je vous avais déjà montré, j'ai des embouts qu'on peut mettre pour des empreintes triangulaires. Mais le problème, c'est que souvent, ce genre de vis sont au bout de tunnels plastiques, par exemple, ce qui fait que les embouts, souvent, ils sont trop larges, ils rentrent pas. Donc là, j'ai trouvé ce lot de tournevis, qui est pas mal, pour ce genre de vis triangulaires, et qui vont, à mon avis, faire, bon, peut-être pas tous les types, mais enfin voilà, on voit qu'il y a différents diamètres. Donc ça, je pense que voilà, quand je retombe sur ces vis à la con, ça devrait quand même aider un petit peu. Alors un outil assez original, c'est ça. Alors ça, c'est une pince, on va dire, un peu pour électricien. À la base, c'est un outil qui est assez intéressant. Ça va permettre de plier les fils à un angle comme on veut, de façon très propre. Par exemple là, voilà, on fait comme ça. Alors, on peut choisir l'angle qu'on veut. Et voilà, et ça fait ça des trucs sympas. Donc on monte des panneaux électriques, des choses comme ça. Ça va permettre éventuellement de faire du travail propre à ce niveau-là. Voilà, on voit que c'est gradué. Bon, après, voilà, c'est pas une précision forcément du millimètre. Et en même temps, alors bon, honnêtement, ça vaut pas une vraie pince coupante, mais voilà, ça dépanne. C'est-à-dire que ça peut faire pince coupante si on appuie assez fort. Alors bien sûr, comme c'est très proche, voilà, faut y aller quand même assez fort. Ça peut éventuellement sertir un peu. Ça peut, là, on voit éventuellement dénuder aussi. Enfin, voilà, ça veut faire un peu papa-maman. Enfin bon, moi c'était surtout le côté pliage ici que j'ai trouvé éventuellement intéressant. Voilà.
Et ça marche plutôt bien. Alors ensuite ce truc, alors ça j'en avais déjà un, mais en fait des fois je me suis aperçu qu'il m'en fallait deux. C'est quoi? C'est que des fois quand on fait des montages, des trucs de test et tout, c'est intéressant de pouvoir mettre des choses à différentes hauteurs. En fait c'est une petite plateforme comme ça, qu'on règle tout bêtement avec cette vis. Alors c'est généralement ça plutôt utilisé en chimie pour faire des trucs avec des machins. Enfin on peut se servir comme on veut. Enfin voilà, ça permet d'avoir à un moment donné une cale, on va dire, faut le voir un peu comme une cale réglable comme ça. Et c'est bon, voilà, c'est pas la super qualité méga. C'est pas fait non plus pour soulever des kilos, hein, c'est pas un cric. Enfin voilà, pour faire ce que je veux faire avec, ça ira très bien. Après j'ai trouvé ces trucs là. Alors c'est un peu des alternatives, on va dire, au tirap. En gros, c'est des sortes de velcro comme ça, qui peuvent permettre de façon facilement changeable de grouper des fils entrants ensemble, enfin des fils ou ce qu'on veut. Alors au niveau marquage, j'utilise toujours feutre blanc. En fait, je m'aperçois que c'est vrai qu'on bricole, surtout sur certains matériaux. Et là, il y avait un kit de feutre blanc, différents types. Donc voilà, j'ai pris ça. Et sinon, j'ai aussi trouvé ces feutres là qui font des marquages métalliques. Des fois, ça peut aussi être sympa. On peut faire une démo peut-être là. Voilà, on voit que ça marque très très bien sur du métal comme ça. Ensuite, alors c'est pas vraiment de la mécanique, mais j'ai pris ces aiguilles. Parce qu'en fait, je cherchais des aiguilles, parce que je me suis aperçu que des fois j'avais des trucs qui pouvaient être utiles avec de coudre. Et en cherchant des aiguilles comme ça, j'en ai trouvé qui sont intéressantes parce qu'elles ont un système de chat qui fait que on n'est pas obligé de se faire chier à passer le fil dedans. Il y a deux systèmes là de coincement d'aiguilles que j'ai trouvé assez original. Donc voilà, c'est juste histoire d'avoir dans le labo différents types d'aiguilles. Ensuite, nous avons ce jeu de tarot. Donc ça, c'est des tarots qui vont de 1 à 3, 5, mais il y a tous des trucs petits que j'utilise assez souvent, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 7 et tout. Donc ça, bon, c'est pratique. Alors attention, ce genre de tarot, je rappelle, c'est fragile comme tout. Faut les manipuler avec précaution. Moi, je tarote plutôt dans de l'alu, du plastique. Enfin voilà, vouloir tarauder dans de l'acier là-dedans, faut, à mon avis, avoir confiance, être bien équipé. Mais enfin bon, pour ça, ça ira bien. En parlant de taraudage, j'ai trouvé ces trucs-là. Alors ça fait longtemps que je voulais avoir ça. En fait, c'est des jauges qui permettent, pour différents filetages, de tester la qualité et la tolérance en fait d'un filetage. Donc là, on voit, j'ai pris en M4, M2, M2.5, qui sont des filetages que j'utilise souvent. Alors comment ça se présente? C'est un peu des tests qu'on appelle go no go quelque part, voilà. Et je vous ai mis ici une petite vis pour pouvoir tester. Donc on voit qu'il y a deux filetages, et en fait il y en a un qui doit marcher, le T là doit fonctionner, c'est-à-dire qu'il est dans les tolérances, et d'ailleurs on le voit là, par exemple que ça se visse très bien, et le Z ne doit pas passer. S'il passe, c'est que le trou est trop grand. Voilà, et là on voit que ça. J'essaye de le mettre, mais il faudrait que je force pour pouvoir continuer. Et donc ça prouve que mon filetage, je veux dire, est dans la tolérance. Là on voit c'est du 6H. Donc ça permet quand même de tester assez facilement. Alors c'est des trucs de métrologie qui d'habitude coûtent très très cher. Là j'ai trouvé quand même un prix intéressant. Bon, c'est toujours pareil, c'est peut-être pas je veux dire, au micron près, la super méga qualité, mais enfin bon, pour ce que je fais moi, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai pris ces trucs là. Pareil dans le style tarot. Alors ça c'est pour refaire des boîtes. J'avais des assortiments où j'avais ici ces embouts qui font à la fois perçage, taraudage et fraisage du bord du trou. Et en fait, le 3, je l'avais cassé. Et il m'en restait plus. Alors, j'en ai repris. Alors, bon, je leur reproche cela d'être un petit peu long. Je préférais, il y en a des plus courts. Mais enfin, voilà. Bon, c'est quand même des fois très très pratique ces trucs-là. Ça permet avec une perceuse visseuse, des fois très rapidement, de faire des trucs. C'est pareil, ça fait pas des trucs de super précision, qualité, mais pour bien des cas de bricolage, ça suffit. Alors après, j'ai trouvé ça. Alors j'ai voulu essayer. Je vais être franc, j'ai essayé. J'ai pas aimé. Alors c'est quoi l'idée? L'idée, en fait, c'est des forêts qui sont avec une pointe carbure rajoutée. D'ailleurs, je sais pas si on la voit bien là. Voilà, il y a une pointe carbure qui est, alors je sais pas si c'est bradé, comment c'est foutu au bout. Et avec on peut voir une gougure là, enfin
d'évacuation des copeaux qui est très effilé. Alors j'ai pris ça en M3, M4. Alors ils disent que ça marche pour tous les métaux, que c'est génial dingue, que patati patata. Alors j'ai acheté 2.3 et 2.4. Alors c'est vrai que c'est génial dingue. Le problème c'est que ça coupe absolument pas. Donc c'est plus, enfin pour moi c'est pas du perçage, c'est du du forçage on va dire. Alors peut-être qu'il faut les aiguiser. Alors, maintenant est-ce que des trucs en carbure ça s'aiguise? Je sais pas. J'ai un peu des doutes. Enfin voilà. Alors peut-être que ça marche bien une fois qu'on a fait un avant-trou, un truc comme ça. Mais enfin honnêtement les tests que j'ai fait avec ces trucs là, c'est pas hyper top. Donc à voir. Ou alors je les utilise mal, je sais pas. Mais enfin bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Donc là, on a cette espèce de collier. Alors non, c'est pas un collier de déguisement en steampunk. En gros, c'est des jauges pour pouvoir facilement connaître le filetage d'une vis ou d'un écrou. Et donc là, l'idée, c'est de dire qu'on a en doré, on a de couleurs comme ça, les tailles, je veux dire, ce qu'on appelle impériales, hein, qui sont voilà, des fractions de pouces. Et ici, le métrique, hein, ça va de M4 à M12 pour les filetage les plus courants. Et donc, ça veut dire que quand voilà, on a sur le terrain une vis, un écrou, un truc, un filetage quoi, qu'on veut tester, bah, qu'il soit mâle ou femelle, on peut facilement voir ce que c'est. Donc ça, j'ai trouvé que c'était, ma foi, pas bête. Je m'étais fabriqué des trucs comme ça, mais celui-là, je trouve, comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Ça me permettra souvent, quand je bricole, d'identifier les filetages facilement. Hélas, but not least, alors je me suis repris ça. Alors ça, c'est quoi? Bah, c'est les fameux pinces qui vont sur ma fraiseuse ou mon tour. Alors moi, j'utilise surtout donc, du ER25. Alors, je vous avais déjà parlé des pinces ER, je ne vais pas vous refaire le truc. Mais enfin, voilà, il y a à la fois ici le porte-pince, voilà, ici, donc qui est fait pour un cône morse. De type M2, mais on les trouve en M3, enfin il y a différents cônes. Et là donc ces fameuses pinces R, donc là j'ai repris tout le coffret pour faire ça. Alors pourquoi j'ai repris ça? Bah, parce que j'avais qu'un jeu de pinces comme ça, que je les utilise beaucoup. Bon je suppose qu'à la fin ça finit par peut-être se casser ou... Et comme là c'était un prix que j'ai trouvé intéressant, et que bah, je ne sais pas si dans le futur on trouvera toujours aussi facilement ce genre de choses. C'est toujours l'idée là, c'est un peu de préparer ma retraite, le fait de dire que je profite tant qu'il y a encore le commerce comme ça, cette possibilité d'acheter, parce que c'est pas dit que ça dure si longtemps avec ce qui se passe. Bah, voilà. Donc là, en gros c'est ma réserve de pince ER qui, je pense là, avec ce que j'ai déjà, devrait bien durer toute ma vie. Dans ce truc que j'avais trouvé aussi. Alors à la base, c'est une presse pour pouvoir refermer les boîtiers de certaines montres ou chronographes. Donc c'est livré avec plein de types d'embouts comme ça qu'on peut visser sur ces deux parties-là. Et voilà, ça permet de les fermer. Bon après, moi je l'ai aussi acheté parce que on peut se fabriquer éventuellement de tout bout pour faire différents types de presses. Bon maintenant, honnêtement, c'est du plastique. Donc faut pas appuyer là-dessus comme un fou. Enfin je pense que si on force trop, on casse tout. Mais si on l'utilise, je veux dire, sans forcer exagérément, pour certains travaux, ça peut faire une petite presse qui me paraît traditionnelle dans les QDN, la séquence visserie. Alors bah, je me calme un peu sur la visserie parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, mon but était d'avoir du choix. Maintenant j'en ai pas mal, alors je suis très loin, je pense, d'avoir tous les modèles possibles. Mais voilà, maintenant je prends vraiment des trucs que j'ai pas déjà. Et voilà, de toute façon, encore une fois, l'idée est d'avoir, je veux dire, en stock, un choix, je veux dire, assez possible. Donc là, j'ai trouvé, par exemple, au niveau des inserts avec des collerettes. Je veux dire, on peut voir des différentes largeurs. Et ça, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant, donc j'ai pris ça. Et là, alors tout ça, c'est des vis à tête fraisée à empreinte hexagonale de différents diamètres. Donc là, par contre, là, j'ai refait un peu des stocks parce qu'en M2, j'en avais quasiment plus. Et là, j'ai pris différents diamètres, donc y compris du M8, parce qu'en fait, je me suis aperçu que après, dans les différentes tailles, j'étais riche à peu près maintenant en tout, sauf dans... alors bizarrement, il y a un 7 et un 8. Moi, je pensais que c'était surtout un 8 qui était utilisé. Bon, maintenant, il faut reconnaître la différence entre les deux, tellement minime que souvent, c'est-à-dire les unes vont dans les autres. Et là, c'est pareil. J'ai pris un petit peu de tout un set. Alors, je vais mettre ça, bien sûr, dans des boîtes. Hein, je vais pas les laisser comme ça dans les sachets.
Mais voilà, en faisant ça, maintenant de M1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.5, enfin voilà, j'ai toutes ces tailles-là qui sont celles que j'utilise le plus souvent. Voilà, tiens, voilà, j'avais oublié encore un insert. Ensuite, j'ai pris ce set là. Alors, c'est des rondelles fines. Alors, ça, c'est pareil. J'ai trouvé que c'est intéressant parce que j'en avais pas forcément toujours. Et ça permet de faire par exemple des ajustements. Voilà, on peut voir que c'est des rondelles d'épaisseur très très fine et dans différents diamètres. Donc là, pour une fois, ils ont fait en plus un truc qui est intelligent, c'est qu'ils ont tout mis dans un petit sachet, ce qui fait que pendant le transport, ça s'est pas mélangé. Donc voilà. Bon, après je vais les laisser dans les sachets, je pense qu'au fur et à mesure que j'en aurai besoin, je viderai les sachets. Et voilà, ça c'est un truc sympa. J'ai repris aussi ces trucs là que j'ai utilisés là, dernièrement, et ça marche pas mal. En fait, c'est des systèmes de blocage d'axes sur des axes. On voit là, c'est une sorte de rondelle ressort. Et là c'est pareil, un assortiment avec différents types. J'ai repris ça c'est la séquence un peu liquide chimie. Donc, je vous avais déjà montré ces petits flacons là qu'on peut facilement remplir et sur lequel on peut adapter différents types d'aiguilles comme ça. Et j'en utilise pas mal. Et alors, en même temps, malheureusement, j'ai des rongeurs et j'en avais tout un cycle. Je veux dire, il y a un rat ou une bestiole qui s'est foutu là-dedans et qui m'a rongé tous les plastiques. Donc, en fait, j'en ai plus. Donc, j'ai repris ça. C'est vraiment pratique. Alors, bien sûr, faut bien sûr avant tester les produits qu'on met dedans s'ils n'attaquent pas le plastique. Enfin pour la majorité des trucs, alcool, machin, ça marche très bien. Alors j'utilise comme beaucoup de colle cyanolite. Et un des problèmes de la colle cyano, c'est que à chaque fois qu'on l'utilise, très souvent derrière les tubes ils sèchent et tout. Donc il y a plusieurs types. On peut acheter des gros tubes. Mais finalement, moi j'ai pris le système d'acheter des toutes petites doses comme ça, ce qui fait que, ok, souvent, quand on les utilise, on utilise un tube, mais voilà, on perd pas énormément. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai montré, hein, mélanger avec la poudre spéciale là, que je vous ai montré, voire du bicarbonate, du charbon, de la poudre de graphique ou n'importe quoi, on peut réparer plein de choses avec la cyano, donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Et pour finir, séquence électricité électronique, donc j'ai trouvé ces assortiments de régulateurs basse puissance. Alors, je rappelle que tous les 78L ou 79L, hein, qui sont, comme on peut le voir comme ça, souvent c'est du boîtier TO92. C'est des régulateurs, mais qui au lieu de dissiper 1 watt, comme les modèles à 3 pattes, la languette, qu'on connaît, généralement sont limités en puissance, je crois que c'est de l'ordre de 100 milliwatts. Mais c'est vraiment très pratique. Donc là, voilà, il y en a certains, j'ai des tensions que j'avais pas. Donc avec ça, on a tout sous la main. Ensuite, j'ai trouvé ces connecteurs, qui sont des connecteurs de puissance, hein, qu'on peut utiliser pour des batteries par exemple. Voilà, qui sont voilà, mâle femelle et qui s'emboîtent bien. Donc j'ai pris ça. Alors là, des petites prises USB. Alors c'est vrai qu'on voit que maintenant l'USB-C semble devenir the standard, au moins pour l'alimentation et tout. Et donc là j'ai trouvé ces petites... en fait c'est des PCB mais déjà montés. Voilà. Qui permettent de... comme on peut le voir. Alors là ils sont encore, parce que la fabrication, ils fabriquent ça en série. Ils sont pas tous voilà, séparés. Mais on voit que ça, voilà, ça a été soudé sur un PCB, ce qui fait qu'on peut les monter, les oreillettes. Et là, on retrouve les 4 connexions, comme ça, facile. Hein. Je vous rappelle, il faut toujours mieux acheter ça comme ça, parce que honnêtement, acheter que les connecteurs et vouloir les souder soi-même, c'est pas très très évident. Donc là, on a ces systèmes tout faits. Et alors, je rappelle, l'USB-C a aussi comme avantage de ne pas avoir de sens de branchement. Donc j'ai pris ça, alors toujours dans le style USB. Pareil, j'ai fait le plein de différents types de connecteurs. Là par exemple, on a des modèles, voilà, de connecteurs comme ça. Donc ça c'est plutôt pour plutôt des sources. Voilà, donc là c'est des doubles. Et on voit que là, il n'y a pas les data, c'est vraiment que l'alimentation. Et ça permet éventuellement de faire des trucs. Enfin, en fait, voilà, j'ai pris différents modèles. Là, on retrouve encore d'autres modèles qui se mettent sur des trous ronds, par exemple, avec des protections.
et des différents modèles justement de USB-C avec queue à la lime plus données, ainsi de suite. Donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre éventuellement, quand je fais des montages avec Arduino ou autre, de pouvoir les mettre, je veux dire, au standard C, dans la mesure où ça devient le truc standard. Maintenant, les nouveaux montages que je fais, j'essaierai toujours dans la mesure du possible de prendre du C. Là, pareil, j'ai pris ces petites plaquettes, mâles et femelles, qui permettent aussi éventuellement de faire des adaptateurs. Par exemple, si vous voulez faire des shunts, des mesures de courant. Voilà, là on peut voir que voilà, c'est pareil, c'est monté sur ce petit truc, mais on retrouve les connexions. Et ça, bon, on peut les ressouder comme on veut sur la protoboard ou autre. Et il y a mâle et femelle, là, voilà. Et ça permet, par exemple, si on veut faire un shunt de mesure ou pourquoi pas une sonde pour pouvoir facilement brancher un analyseur logique pour voir ce qui se passe, ou des choses comme ça. Là, j'ai trouvé aussi ce petit filtre, je voulais le tester. C'est un filtre qui normalement est fait pour les drones, les trucs comme ça en FPV. Voilà, faut voir que c'est un filtre comme ça, mais pareil, c'est pareil, l'autofocus là c'est pas terrible, avec un truc LC. Donc je ferai une mesure aussi à l'occasion de ce petit filtre. Ensuite, c'est pareil, je n'en avais plus, donc là j'ai dû refaire des stocks. On peut voir que c'est des prises bananes dites de sécurité comme ça. Bon, elles sont pas de super qualité ces prises, enfin ça surtout quand il faut mieux les mettre des cosses dessus que les souder, parce que quand on les soude souvent elles ont tendance à fondre facilement. Enfin voilà, pour faire ce que je fais ça ira bien. Ensuite, alors ça c'est une erreur que j'ai faite, mais c'est de ma faute, j'ai été un peu vite. J'ai cherché de la diode Schottky qui tenait de la tension, et j'ai pas fait gaffe en fait. Et j'ai vu diode rapide, et une diode rapide n'est pas forcément une diode Schottky. Et enfin, en fait, il y avait comme une erreur dans l'annonce. Et en fait, des fois, les Chinois, ils ont tendance à mettre diode Schottky, quelle que soit la diode. Alors qu'en fait, non. D'ailleurs, la référence était bonne. Hein. On voit que la référence, c'est des HR107 qui ne sont pas des diodes Schottky. Mais enfin bon, voilà. Donc, toujours est-il que, bon, ça me servira toujours, mais c'est pas forcément les bonnes diodes. En fait, il faut toujours bien lire les annonces parce que dans les titres des annonces, sur les sites chinois, ils ont tendance à mettre toujours les mêmes choses. Par exemple, quand vous regardez des télécommandes, ils mettent toujours rolling code. Alors qu'en fait, non, il y a plein de télécommandes qui n'ont pas du tout rolling code. Donc, il faut toujours bien lire entre les lignes. Pour terminer ce QDN, j'ai trouvé ces petits modules. Alors, ces petits modules, ils ont un truc intéressant. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que j'en ai déjà montré plein, des petits modules comme ça. C'est que ceux-là, ils gèrent le signe. Et ça va me permettre de faire un montage que j'espère vous montrer un jour. J'ai plein d'idées de CP en ce moment, il faudra que je vois dans quel ordre je les fais. Alors, ces petits modules, donc l'idée c'est que c'est des petits modules voltmètre. Mais généralement, ce qu'on voit, ils fonctionnent de façon non signée. Il y a une mesure que des tensions positives. Là, il peut mesurer des tensions négatives. Mais attention, avec bien sûr une condition sine qua non, qui est d'ailleurs très souvent je veux dire, le cas des trucs qui font du positif et du négatif, c'est que la masse soit séparée. En gros, il faut l'alimenter avec une alimentation dont la masse, je veux dire, est différente de la masse de ce qu'on mesure. Mais si donc on l'alimente avec une pile, par exemple, ou une alimentation, je veux dire, isolée galvaniquement du circuit de mesure, là, il est capable donc de mesurer des tensions de plus ou moins 100 volts. Et ça, c'est vraiment, je pense, assez intéressant. Et je vous montrerai pourquoi j'ai pris ça. Parce que je pense me faire un petit tiroir Tektro sympa. Enfin voilà. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour une vidéo sur ces histoires de signes, là, de mesure, parce que je vois qu'il y a souvent, des fois encore, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je m'aperçois qu'il y a encore souvent des gens qui se font avoir avec toutes ces notions. Voilà pour ce 108e QDN qui, j'espère, vous aura intéressé. Donc voilà, on arrive ici donc à la fin d'année, ça va être Noël, les fêtes et ainsi de suite. Donc moi j'ai la chance d'être en congé, on va dire, entre Noël et le jour de l'an. Ça va me permettre déjà de ranger un petit peu, parce que là c'est un petit peu le bordel, et puis de éventuellement voilà, réfléchir peut-être à d'autres sujets de vidéos, de choses comme ça. J'ai encore une super chose à vous montrer que je vais faire la vidéo, je sais pas, peut-être justement entre Noël et le jour de l'an. J'ai trouvé un truc sur Vevor qui, je pense,
intéressera pas mal d'entre vous. Et bien sûr, comme tous les mois, je ferai un live. Alors bien sûr, à cause des fêtes, après consultation avec la Minico, on fera ça, je pense, le mercredi 27 vers 21h, de façon à ce que voilà, ça tombe entre les deux, mais pas dans les réveillons et les trucs comme ça. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ah, t'as appris un truc incroyable. Ah ouais, quoi? Ta cousine Sophie, elle est infirmière. Ah oui, alors? Elle a reçu un gars qui était atteint de priapisme, c'est-à-dire qu'il était en érection en permanence. Oh, bah non, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmené dans quel service? Nulle part, elle l'a emmené chez elle. Eh ben non, c'est une coquine, ta cousine. Bon, allez, bah là-dessus, que le Père Noël vous fasse plein de trucs sympas, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.